Mes chers collègues, avant d'entamer nos travaux, j'ai souhaité donner la parole aux représentants des salariés qui manifestent ce matin avec un grand sens de responsabilité, et je le salue, notamment ceux du site UPM Chapelle d'Arblay à Grand Couronne, dont le groupe a annoncé récemment la fermeture d'une ligne de production qui entraînerait, cela vient d'être dit, la suppression de 196 postes. Je tiens à dire que j'ai également reçu personnellement dans mon bureau, il y a quelques jours à vrai dire, des représentants syndicaux du Grand Port Maritime de Rouen à propos des investissements portuaires, ça vient d'être rappelé également, et en particulier du renouvellement du dock flottant, que la région, à condition bien sûr que les autres partenaires, maîtres d'ouvrage, s'engagent également, que la région est prête à accompagner. Je reviens à UPM. Le site de Grand Couronne dispose de salariés d'abord, au savoir-faire reconnu, d'un appareil productif de grande qualité et d'un positionnement, cela a été détaillé, géographique stratégique. Plus largement, le secteur papetier emploie dans notre région près de 10 000, si je ne m'abuse, salariés. Et une approche globale doit donc prévaloir pour le préserver et le développer. Car au-delà du site de Grand Couronne, qui est évidemment très important, c'est l'avenir de la filière de recyclage et de l'industrie papetière dans la vallée de la Seine et même en Europe, puisque d'autres sites sont affectés, sont touchés, qui est aujourd'hui en question. Le 21 novembre dernier, nous avons, avec Guillaume Bachelet, député de la 4e circonscription de Seine-Maritime, avec Didier Marie, sénateur de Seine-Maritime, alerté le Premier ministre sur cette situation. Et, je le dis, d'autres élus, même s'ils ne font pas partie de ma famille politique, d'autres élus ont également engagé un certain nombre de démarches. Pour notre part, nous avons demandé à l'État 3 éléments précis. Le premier, qu'un dialogue social constructif soit rapidement engagé entre les services de l'État, les services préfectoraux, les syndicats et la direction. Cela est mené par le préfet et les élus que nous sommes y sont très attentifs. Le deuxième, qu'un travail soit mené concernant la reconfiguration de l'outil industriel. C'est l'objet des interventions tout à l'heure. Et plusieurs pistes que je suis personnellement se dégagent à ce stade. Je salue les élèves du lycée qui viennent d'arriver. Plusieurs pistes se dégagent à ce stade. Un centre de tri et d'affinage multimatériaux, une unité de pâte à papier pour alimenter d'autres sites industriels régionaux, je pense en particulier à AA à Alizé, ex-Emeril, dans une logique d'économie circulaire, et des échanges sont en cours pour évaluer la faisabilité technique de ces projets. Enfin, troisième point, nous avons demandé que le gouvernement s'engage sur le développement national de la filière papetière en s'appuyant notamment sur le rapport de juillet dernier réalisé par le député Serge Bardy. Mesdames, Messieurs, j'ai dans les mains la réponse écrite du Premier ministre à nos sollicitations que j'ai reçues vendredi 12 décembre. Le Premier ministre, qui nous donne son accord pour approfondir bien sûr ces questions auprès du Comité stratégique national de la filière bois, donne consigne au ministre de l'économie et de l'industrie de travailler avec nous tout de suite pour lui faire des propositions pour la filière. De mon point de vue, l'avenir de la filière doit s'inscrire dans la réflexion actuelle que nous menons concernant le développement de l'économie circulaire. Il y a des lieux sources, la Défense, le bassin francilien ont été cités, il y a des lieux de recyclage, de production, de distribution, PM, AA, Europac, dans la vallée de Seine. Il y a là une vraie opportunité, je le dis, de croissance et d'emploi. Et je rappelle que la région a pris l'initiative d'organiser les premières assises régionales de l'économie circulaire dans ce même hémicycle il y a quelques mois. J'écrirai donc dès aujourd'hui au ministre de l'économie pour lui demander de saisir, conformément aux directives du Premier ministre, les responsables du Comité national stratégique de la filière bois et d'organiser rapidement une table ronde rassemblant l'ensemble des acteurs. Conformément aux conclusions du rapport Bardy,
je lui demanderai également la nomination d'un chargé de mission national pour élaborer avec les acteurs locaux, et en particulier les représentants des salariés et les élus locaux que nous sommes, un contrat stratégique de filière cellulose. Concernant la reconfiguration de l'outil industriel, et en particulier de la machine 3, de la même manière que pour les docks flottants en ce qui concerne le grand port maritime de Rouen, la région sera au rendez-vous, comme elle l'a toujours été par le passé, pour faciliter, je le dis sans langue de bois, y compris financièrement, les études nécessaires à travers, par exemple, le comité d'entreprise, comme ça se fait classiquement, et contribuer ainsi à préserver les emplois sur notre territoire. Et vous pouvez compter à la fois sur mon écoute et sur ma détermination et mon engagement sur ce dossier. Chers collègues, les questions de l'emploi, du développement, de l'investissement sont au cœur de nos préoccupations. Et avec l'examen de notre budget et de nos contributions aux futurs grands investissements pour notre région, cette séance revêt une importance particulière. Particulière à plusieurs titres, à vrai dire, puisqu'il s'agit du dernier exercice budgétaire de la mandature et très probablement du dernier pour notre collectivité dans sa configuration institutionnelle actuelle. Composer un budget est toujours complexe. Il l'est plus encore aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons tous. Et je tiens à remercier l'ensemble des agents de la région qui ont redoublé d'efforts pour le constituer. La tentation est grande pour tous les groupes politiques, et y compris celui dont je suis issu, de préférer le réflexe à la réflexion et d'adopter des discours de posture, plaqués, calqués. Et j'invite chacun, dans ma majorité comme dans l'opposition républicaine, à constater les faits au fil des élections de ce prêt-à-penser sur l'abstention et sur le vote extrême. C'est pourquoi je nous invite collectivement à éviter le copier-coller qui ne convainc plus personne et à essayer tout simplement aujourd'hui d'être collectivement dans le respect des opinions de chacun à la hauteur de cette séance. Alors que les dotations de l'État sont en diminution, et en diminution significative, je vous présente aujourd'hui un budget qui est en augmentation. Je vous présente un budget avec une dette en baisse, avec des dépenses de structure qui sont maîtrisées. Je vous présente un budget sans augmentation des impôts régionaux. Je vous présente un budget dans lequel les politiques de soutien aux PME, à l'innovation, à l'agriculture et à la pêche, à la culture et au tourisme seront renforcées. Je vous présente un budget avec un niveau d'investissement qui est parmi les plus élevés ces dernières années. Il y a un an, j'annonçais que 2014 serait une année charnière et une année d'action. Elle le fut avec la préparation, et je vais y revenir, des contractualisations, avec la prise de gestion des fonds européens, avec la mise en place de nouvelles politiques régionales, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple le pass mobilité emploi pour nos jeunes, le pass santé, les aides aux entreprises simplifiées, l'électromobilité, la caution locative étudiante, la création d'une filière du numérique. Et puis, bien sûr, la concrétisation des projets stratégiques, je pense notamment à l'éolien en mer et aux emplois industriels qui y sont liés. Notre feuille de route était chargée, elle a été respectée, il faut poursuivre. Au plan financier, comme le rapport de la Cour des comptes que nous examinerons aujourd'hui en atteste, la Haute-Normandie reste dans le peloton de tête des régions parmi les mieux gérées de France. La dette, comme je l'ai dit, diminue. Elle était à 238 millions d'euros en début d'année, elle sera à 222 en fin d'année. Nous avons une capacité de désendettement qui est inférieure à 1 an. Surtout, nous avons des dépenses d'intervention, et en particulier d'investissement, et en particulier en matière industrielle, qui représentent près de 90% de nos dépenses réelles.
Cette année encore, nous avons fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité régionale, ni sur les permis de conduire, elle reste à 0 €, ni sur les cartes grises, elle demeure parmi les plus basses de France. Et c'est cette gestion qui nous permet aujourd'hui d'investir au service des Normands et des territoires. Notre collectivité régionale est, de loin, le premier investisseur public local de toute la Normandie. C'est ce qui nous permet, par exemple, de dire ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du dock flottant sur le grand port maritime. C'est parce qu'elle s'appuie sur ses finances que notre collectivité sera en capacité d'apporter en 2015 un niveau d'investissement élevé, avec près de 400 millions d'euros d'autorisations nouvelles, en hausse par rapport au budget précédent. La Normandie a besoin d'investissement. C'est la clé de son développement. Et depuis plus d'un an, nous nous battions, je me battais, avec de nombreux élus locaux de tous bords et représentants de la société civile, pour que la vallée de la Seine bénéficie d'une ambition nationale, matérialisée par des engagements concrets, financiers, de l'État, pour que les investissements essentiels au développement de la Normandie, je pense notamment aux grandes infrastructures, je pense aux ferroviaires, je pense aux portuaires, la préservation de l'environnement, la valorisation de notre environnement, le développement économique, la culture, le tourisme, reçoivent un appui financier national, en plus de celui des collectivités. Il y a eu plusieurs rapports, plus ou moins utiles, qui ont été rédigés sur la vallée de la Seine depuis de nombreuses années. Et avec la région Basse-Normandie, préfigurant en cela la fusion annoncée de nos territoires, avec l'Île-de-France également, avec les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime notamment, avec la métropole Rouen-Normandie, avec l'agglomération havraise, avec les territoires, avec les acteurs du monde économique, avec les chambres consulaires, avec les Césaires, nous demandions depuis un an de passer des paroles aux actes, de la théorie aux travaux pratiques. Cette bataille de l'investissement, nous sommes en train de la gagner. Le 8 novembre 2013, et vous l'avez sur votre bureau, nous écrivions ensemble un courrier au Premier ministre lui demandant de s'engager avec nous sur ce que j'appelais à l'époque un contrat de plan interrégional pour la vallée de la Seine, un CPIER, venant en supplément et non en substitution des contrats de plan régionaux. Certains pensaient que notre démarche serait vaine. Aujourd'hui, ce CPIER devient une réalité. Et comme nous l'écrivions, nous avons obtenu qu'à ce projet d'intérêt national, le développement de la vallée de la Seine, corresponde une ambition nationale portée par des moyens budgétaires supplémentaires et spécifiques. Ce contrat est le tout premier et le plus élevé en France à ce niveau d'engagement. Plus de 310 millions d'euros d'engagements supplémentaires de l'État y sont inscrits pour la période 2015-2020. Si j'y ajoute les contributions des régions, si j'y ajoute bien sûr les contributions des maîtres d'ouvrage eux-mêmes pour les projets, cela revient à peu près 1 milliard d'euros supplémentaires pour la vallée de la Seine. Il y a dedans la ligne nouvelle Paris-Normandie, projet très attendu par nos concitoyens, mais aussi Serqueux-Gisors, les grandes opérations d'aménagement portuaire au Havre, à Rouen, le terminal fluvial d'Alizé, on a parlé de double A tout à l'heure, la gestion des berges de Seine, le développement touristique et culturel. Notre démarche a précédé la réforme territoriale, elle la rejoint aujourd'hui. Ce CPIER, c'est le premier contrat de plan normand. En plus, le contrat de plan État-région Haut-Normand, le CPER, s'il n'est pas parfait, et notamment en matière d'enseignement supérieur et de recherche, il permettra lui aussi un réel effet levier au profit du développement régional, avec une hauteur similaire, quoique inférieure légèrement, au contrat de la période précédente. L'État s'engage à mobiliser des crédits à hauteur de 360 millions d'euros pour un engagement global, c'est toujours la même règle des 3/3, de l'ordre de 1 milliard d'euros, là encore.
Je vous propose enfin de nous engager dans une nouvelle démarche de rassemblement avec les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, ce que nous appelons le 276, qui est une démarche unique en France depuis 2007. Le 276 a fait ses preuves. Là encore, nos investissements conjoints permettront de dégager, c'est l'objet d'une de nos délibérations, près de 900 millions d'euros, un peu moins d'1 milliard, au service des territoires normands sur des compétences qui ne sont pas nécessairement des compétences régionales. Je pense à la mobilité douce ou à l'intermodalité, l'amélioration des infrastructures, la préservation de la biodiversité, la santé, notamment dans les territoires ruraux, ou encore le soutien à la vie associative. Et je souhaite saluer à cet égard le travail exemplaire qu'ont mené à la fois Jean-Louis Destan dans l'Eure et Nicolas Rouly en Seine-Maritime, avec un grand sens de l'intérêt général pour aboutir à la proposition qui vous est soumise aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'autres sujets liés à l'investissement, je pense aux contrats d'agglomération, de métropole, de pays, qui viendront dans les mois prochains, ainsi qu'à quelques dossiers emblématiques. Vous avez peut-être noté vendredi dernier l'annonce tout à fait positive d'investissement de l'État au profit du CHU de Rouen pour sa rénovation et son développement. 2015 marque bien sûr une nouvelle étape, et pas des moindres, celle de la préparation de la fusion de la Haute et de la Basse Normandie, de la création donc de la Normandie. Dans un peu plus d'1 an, le 1er janvier 2016, Haute et Basse Normandie, très probablement, ne feront plus qu'une. C'est un changement majeur pour notre territoire, en même temps qu'une grande opportunité. On peut débattre des heures, peut-être qu'on le fera, des responsabilités des uns et des autres sur ce sujet. La gauche, ma majorité, y a-t-elle toujours été favorable? Certains oui, d'autres non. Les positions des uns et des autres, toutes respectables, étaient bien connues. La droite a-t-elle agi? Elle en avait les moyens, les leviers, pendant longtemps, y compris lorsque les 2 régions étaient gérées par elle. De fait, la Normandie ne s'est pas faite à ce moment-là. L'histoire retiendra les faits, les votes, et c'est ce gouvernement, c'est maintenant, c'est cette majorité, avec l'appui de certains élus, certaines personnalités de l'opposition, dont il faut saluer le sens de l'intérêt général. C'est cet ensemble qui aura fait la Normandie. Avec mon homologue bas-normand, nous sommes mobilisés pour faire de cette réforme une réussite. Avant même que la loi ne soit votée, les 2 régions ont entamé ensemble les premiers travaux techniques préparatoires à la fusion, de façon à mutualiser les besoins. L'objectif est simple, anticiper, en particulier en matière financière, comptable et système d'information, pour pouvoir gérer sereinement les grands chantiers qui nous attendent, quel que soit le résultat des futures élections. Et je salue, je tiens à le faire au nom de tous, les services régionaux, dans cette période difficile, qui se sont engagés avec beaucoup de professionnalisme sur cette voie, qui, comme chacun peut l'imaginer, soulève un certain nombre de questions, y compris en matière de ressources internes. Nous avons aussi saisi les conseils économiques, sociaux, environnementaux régionaux de nos territoires. J'allais saluer le président Lissot, mais je ne le vois pas encore. Mais je le salue quand même. Il est toujours là d'habitude. Il est toujours là. C'est lui qui manifeste, c'est ça. Pour regarder quelles sont les politiques qui peuvent faire l'objet d'un rapprochement rapide et efficient surtout en termes d'utilisation de l'argent public. Et ces travaux seront rendus, si j'ai bien compris, fin janvier. La Normandie doit se faire pour les Normands, elle doit surtout se faire par les Normands. Et c'est pourquoi, comme je m'y étais engagé, j'ai multiplié, à vrai dire depuis juin au moins, les rencontres avec nos concitoyens à l'occasion de réunions publiques afin d'échanger sur la réforme territoriale et la fusion des régions. La même démarche d'ailleurs a été engagée par mon homologue en Basse-Normandie, Laurent Beauvais. Ces réunions rencontrent un vrai succès et elles montrent l'intérêt des Normands pour leur future région. J'invite d'ailleurs tous les élus, régionaux ou autres,
à s'y rendre, parce que ce travail nous engage tous. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons lancé un site internet mutualisé, normandie2016.fr, où chacun peut s'informer, réaliser les coopérations qui existent déjà entre nos deux régions, ce qu'il reste à faire, et contribuer ainsi au débat. Il me semble, et j'en suis convaincu, que la force de la Normandie, ce sont ses territoires. Nous avons une métropole, c'est vrai, mais nous avons aussi des territoires, surtout d'ailleurs, des territoires de Cherbourg à Gournay-en-Bray, d'Alençon à Euux, du Havre à Livarot pour le Tour de France, d'Évreux à Avranches. Et ce qui est vraiment capital, sans jeu de mots, c'est que chacun de ces territoires soit respecté, accompagné, soutenu, trouve sa force et sa place dans la nouvelle région. Une nouvelle phase s'ouvrira à partir de janvier, où les élus régionaux, mais aussi les membres du Césaire, parce que ce projet doit être conçu de manière ouverte et globale, seront bien évidemment associés. Je poursuivrai les réunions publiques partout sur notre territoire, pour continuer d'échanger avec nos concitoyens sur le projet normand, dont les arêtes émergent déjà. L'excellence normande autour du développement économique, industriel, on parlait de la vallée de la Seine, agroalimentaire, notre façade maritime, les énergies marines renouvelables, le rayonnement normand autour de la culture, du tourisme, du patrimoine. Et puis j'y insiste, j'y reviens, les solidarités normandes, les services publics de proximité, les grandes infrastructures qui relient les territoires, je pense aux trains, aux routes, aux fluviales, aux portuaires, aux numériques, aux infrastructures et aux services de santé. Comme je l'ai dit lors de notre dernière séance plénière, je me battrai pour que tous les territoires soient respectés et valorisés. Et puis 2015 verra aussi, je le souhaite, même si je ne suis pas parlementaire, la conclusion de la réforme territoriale, autour cette fois non pas des périmètres, mais des compétences des collectivités, ce qui est au moins, si ce n'est plus, aussi important. Le Parlement entame cette semaine la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Et je souhaite que ce débat difficile permette de simplifier l'action publique, ce qui ne veut pas dire la réduire, pour plus de lisibilité et plus d'efficacité. En ce qui concerne les régions, le projet de loi aborde d'autres dimensions également, mais en ce qui concerne les régions, je souhaite qu'elles soient confortées, non pas pour faire tout sur tout, mais qu'elles soient confortées dans leur rôle de collectivité stratège, notamment en matière de développement économique et industriel, de tourisme. Et à ce sujet, comme je m'y étais engagé lors de notre dernière séance plénière, un plan d'action vous sera proposé aujourd'hui. En matière de formation et d'orientation, d'aménagement du territoire, de grandes infrastructures. Mes chers collègues, aujourd'hui, je vous invite à délibérer sur plusieurs milliards d'euros. Près d'1 milliard pour la vallée de la Seine, c'est le CPIER. Près d'1 milliard pour la Haute-Normandie, c'est le CPER. Près d'1 milliard pour nos territoires, c'est le contrat 276. Et un peu moins d'1 milliard pour notre budget annuel 2015. Nous ne pourrions le faire sans notre gestion. Depuis un an, j'ai fixé un cap, le développement de notre éco-région. Une boussole, l'emploi. Une méthode, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Et par-delà les divergences politiques, qui sont évidemment parfaitement légitimes, je souhaite que nos débats aujourd'hui soient simplement dignes de cette séance qui est, j'ai essayé de le démontrer, à plusieurs égards, historique. Soyons donc ensemble à la hauteur des enjeux qui nous préoccupent. Je vous remercie.